Comme vous l'avez dit, la moto est un mode de déplacement, disons, vulnérable, c'est-à-dire qu'ils sont finalement très peu nombreux dans la circulation, environ 2% du trafic, alors c'est que 2-3%, mais ils représentent près de 20% des tués sur la route. Ils représentent aussi un nombre considérable de blessés graves, des séquelles et ce qui est important de dire, c'est que ces usagers-là sont d'abord des hommes, essentiellement, c'est bien la pratique, mais ce ne sont pas que des jeunes, hein, ce sont les gros, des victimes à moto, ce sont les actifs en fait, les hommes actifs entre 25 et 45 ans. On en a aussi après 45 ans. Voilà. Ils sont beaucoup moins nombreux après la retraite du mot. Bien, voilà. Vous entendre un peu plus. Je vais parler comme ça. Voilà. Voilà, donc ils sont plutôt vulnérables. Alors comment vous l'expliquez concrètement? Pourquoi sont-ils vulnérables? Ils n'ont pas forcément plus d'accidents que les automobilistes. Par contre, en cas de chute, en cas de collision, et en cas de sortie de route, là ils sont particulièrement vulnérables parce qu'ils n'ont pas de ceinture, ils n'ont pas de carrosserie pour absorber le choc. Donc souvent les conséquences sont très graves, malgré qu'ils soient aujourd'hui pour la plupart bien équipés en casque, voire même en gants. Hein. Donc, ils sont plus vulnérables que les autres usagers. Et aussi dans les statistiques suivantes, ce qui est important, c'est de voir les scénarios d'accident, et en particulier de nombreux accidents ont lieu déjà lors de sorties de route. Là on voit très bien, par exemple dans la commune de Courquières, donc 29% j'imagine c'est le chiffre général, et 34%. Ça, ce graphique, en fait, c'est la localisation des tués à moto. Et on voit qu'ils sont quand même assez sensibles à l'infrastructure routière, notamment en ville, mais surtout sur les routes nationales et départementales qui sont peu sécurisées au niveau de l'équipement. Il y a un technicien de sécurité. Oui, il y a différents types d'accidents typiques. Un accident typique est une sortie de route, notamment dans un virage, auquel cas on peut parler dans les facteurs d'accident. On peut évoquer le fait qu'il peut y avoir une vitesse qui est inadaptée au virage, ou alors qu'il y a un manque d'adhérence au virage. De la pluie, tout simplement. De la pluie, par exemple. Ou un événement un peu surprenant qui fait que le motard perd le contrôle de sa moto. On a aussi un facteur alcool qui est commun entre les motards et les automobilistes. Ils ne sont pas plus alcoolisés que les automobilistes. Il y a beaucoup d'accidents mortels liés à un abus d'alcool. D'accord. Ensuite, on a beaucoup d'accidents qui sont des collisions avec des véhicules. Oui. Que ce soit des voitures, des poids lourds, etc. Et là, l'accident typique, c'est du point de vue des motards, j'ai la priorité et un véhicule me coupe la route. D'accord. Du point de vue de l'automobile. C'est-à-dire que c'est un manque de civisme de la part du motard, c'est ça? Non, il a la priorité, il est prioritaire au niveau d'une intersection, par exemple. Et un véhicule, ça, c'est une règle, il est prioritaire. Voilà, un véhicule sort du stop et quitte la route du motard. D'accord, là, c'est pas ça. Le motard freine, voire bloque sa roue et glisse et percute la voiture, ou peut percuter aussi un trottoir, un obstacle en bord de route. Du point de vue de l'automobiliste, c'est dans ces accidents-là, j'avais pas vu la moto. Voire, ils sont tentés de dire, si je l'ai pas vu, c'est qu'il allait trop vite. Et le fait est que souvent, il n'y a pas d'obstacle visuel, et l'automobiliste aurait pu voir le motard. Et le problème, c'est qu'il n'a pas recherché cette information. Sur la route, quand on conduit, on voit avant tout les gros véhicules, les camions. Oui. Après, on voit les voitures, et peut-être, avec un peu de chance, on va voir les motards ou les cyclistes. Ouais. Voilà. Le gabarit visuel est plus petit, et on a tendance à les négliger. Merci en tout cas, Christophe Ramon, pour cette introduction. Je vous invite, si vous le souhaitez, à venir vous installer. Il y a encore des sièges de libre pour poursuivre cette table ronde avec Marc Bertrand. Et j'ai une question à vous poser par rapport au travail qui a été fait avec le CEREMA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Alors,
Nous avons participé à un groupe de travail qui s'est déroulé pendant plusieurs années, avec le CEREMA, à l'époque qui s'appelait encore le CERTU. Et on a sorti un guide que vous connaissez certainement. Voilà, c'est quand même un guide très important. Peut-être certaines personnes ne le connaissent pas, donc vous pouvez juste le remonter. Voilà, recommandation pour la prise en compte des deux roues motorisées. Au départ, il existait un guide en 2000 avec le CETRA, qui a ensuite été repris avec le CERTU en 2012, suite à une commande de la déléguée interministérielle à la sécurité routière à l'époque, qui était Michel Merly, qui avait demandé une reprise et une refonte des recommandations. Et puis ce dernier ouvrage serait juste une réédition avec un remaquettage du guide qui a été refait en 2012. Alors ça, on donne, nous, dans toutes nos antennes de la FFNC, il y a 85 antennes en France, tous nos militants qui s'occupent, qui s'intéressent aux questions d'infrastructure, possèdent ce guide et on parle très souvent avec les aménageurs de leur collectivité locale avec lesquels ils sont en contact. Voilà, donc je peux le faire circuler si vous voulez. Et depuis 2012, du travail a été effectué? Alors, depuis 2012, du travail a été effectué. Là, on vient de sortir d'une opération. On vient de sortir d'une opération qui s'est déroulée début juin, qui s'appelle Motard d'un jour, par laquelle nous invitons des élus et des techniciens de l'aménagement et des voiries à venir rencontrer des motards et aller faire un tour en moto avec eux, parce que sur la selle d'une moto, on ne voit pas la route de la même manière que derrière le volant d'une voiture. Voilà. C'est-à-dire que vous les invitez à faire un tour en moto avec vous, là. Voilà. Alors, on est en passager et... Voilà, ça se fait pas comme ça à la volée, hein. Il y a des courriers qui sont envoyés, des réunions préalables, et on les invite à découvrir ce que c'est que la moto. Ce qui peut être dangereux pour un motard, qui ne l'est pas pour un automobiliste. Les aménagements qui sont prévus pour protéger les automobilistes et d'autres usagers vulnérables, comme les piétons par exemple, peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour un motard en cas de chute. Alors un motard, mais également un cyclomotoriste et également un cycliste. C'est-à-dire que nos préoccupations, elles peuvent être partagées par plusieurs types d'usagers. C'est les usagers en deux roues, les usagers qui peuvent aggraver les circonstances d'un accident en chutant sur une infrastructure. Je voudrais un petit peu revenir sur ce qu'a dit Christophe de la prévention routière. On est un peu plus que 2% dans le trafic en ville. Selon des comptages du CEREMA, on est à 20% des heures de pointe. Ah oui, du trafic. En fait, ces 2%, c'est pas notre part dans le trafic. D'accord. Ces 2%, c'est l'estimation de notre kilométrage annuel parcouru toute l'année comparé à celui des automobilistes. Ouais. Alors, c'est assez relatif. Voilà. Alors, souvent, les pouvoirs publics ont tendance à présenter ce chiffre de 2%, qui est donc la part de kilométrage parcouru par les motos, c'est une estimation, parce que le kilométrage exact n'est pas connu. Et de les mettre en comparaison avec les 22% de tués, donc c'est un chiffre énorme. En fait, on sait d'après le ministère de l'Environnement qui a réalisé une enquête statistique en 2012, qu'il y a à peu près 3,8 millions de deux roues motorisées en France aujourd'hui, dont 2,9 millions en circulation. Ouais. Donc sur 38 millions d'automobilistes, on n'est plus tout à fait 2%. Oui, tout à fait. Et en ville, on est régulièrement comptabilisé à 20%. Sur Paris, petite couronne, sur les comptages qui ont été faits à Lyon aussi, à Rouen, on a une part très importante du lundi au vendredi pour des raisons de mobilité évidemment. D'accord, tout à l'heure vous parliez de défauts d'aménagement. Citez-nous-en quelques-uns. Alors un défaut d'aménagement par exemple, ça peut être des coussins berlinois qui vont être posés en quinconce, l'un près de l'autre, avec en plus des chicanes, avec des objets durs, par exemple des bacs à fleurs en béton, en pierré, avec des angles saillants. Le tout avec des potelets sur les côtés pour éviter que les voitures stationnent, et le tout évidemment sans éclairage. Donc dans la journée on peut encore arriver à voir ce qui se passe, parce qu'en moto, regarder devant soi, c'est quand même la clé de la sécurité, mais on peut se faire surprendre la nuit, ou alors on peut se faire surprendre si le paysage se découvre soudainement parce qu'on était derrière un véhicule imposant, par exemple un bus. Vous êtes derrière un autobus, les aménagements au sol, vous les voyez qu'au dernier moment. Mais en maintenant une distance raisonnable avec le bus, tout simplement parce que la visibilité est masquée à cause d'un véhicule imposant. Voilà. Et ça nuit à la visibilité de la route. Pour nous, ce qui est très important à moto, c'est de lire la route. C'est lire la route qui permet aux conducteurs, motocyclistes ou cyclomotoristes, d'envisager ce qui va se passer, d'adapter son positionnement sur la chaussée
d'adapter son allure aux circonstances. Voilà, ça c'est super important. Et cette lisibilité de la route, elle est parfois polluée par des aménagements qui arrivent un peu soudainement et qui sont un peu souvent superfétatoires, dans le sens où il y en a plusieurs les uns derrière les autres. Et au lieu de protéger, finalement, ils deviennent dangereux. Voilà. Vous-même, vous aviez été victime d'accidents ou pas du tout? Vous avez 0 accident. Alors, Ou moi, si oui, personnellement, attention, je ne suis pas venu parler de moi. non, mais c'est important pour Personnellement, avancer sur le... alors j'ai pas été accidenté à cause d'une infrastructure routière. Je me suis fait percuter à l'arrêt par un automobiliste qui volait son permis. Ah oui, Voilà, j'étais arrêté. encore autre chose. Voilà, il a fallu 2 ans pour que je m'en remette quand même. Bon. En tout cas, merci pour ces précisions. Effectivement, les défauts d'aménagement. Et on va poursuivre avec vous quand même, sauf si Christophe Ramon peut-être veut réagir à ce qu'il vient d'être dit rapidement. Sur les défauts d'aménagement, est-ce que vous avancez en ce sens? Il y a un vrai souci effectivement sur l'aménagement, au sens où globalement pour les villes ou les routes départementales, il n'y a pas de cahier des charges, d'obligation de faire des audits, d'intégrer la notion de sécurité routière, notamment des motocyclistes, dans la gestion, l'entretien et la conception de ces routes. En fait, il y a un souci de méthode. D'accord. Donc on va essayer d'avancer sur le sujet. Est-ce que Jean-Pierre Nafta du CERF voudrait réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, tout à fait. Bien évidemment, je partage le point de vue de Marc, étant motard moi-même. Alors, pour répondre à votre question, moi aussi, j'ai été récemment accidenté en moto. Et en fait, c'est simplement une voiture qui a changé de fil, sans clignotant, sans rien du tout. Et en plus, le conducteur m'a affirmé quand il est sorti de la voiture, « Ah, je vous avais vu ». Donc, il m'avait vu, mais il m'a quand même perdu. Un peu de mauvaise foi. Voilà, peu importe. Donc, voilà. Moi, c'est surtout sur le fait d'améliorer nos infrastructures. Puisque dans la sécurité routière, en fait, il y a 3 pôles. On a le véhicule, on a l'usager et on a l'infrastructure. Aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus sûrs. On a des véhicules qui sont hyper performants, surtout en moto. C'est quand même quelques années, ça se voit à travers la couleur de mes cheveux et quelques qui restent. Mais une moto dans les années 70, ça tenait pas bien la route, ça freinait pas. Et quand on roulait à 120 ou 130 km sur autoroute, on roulait très vite. Aujourd'hui, on a des véhicules qui sont hyper fiables. On a des ABS, on a tous des tas de choses, d'éléments techniques qui nous permettent de rouler de plus en plus en sécurité. Je pense que les conducteurs sont de mieux en mieux formés. On a des permis qui sont quand même beaucoup plus performants que le conducteur d'un véhicule à 4 roues. Donc on a une meilleure connaissance. C'est-à-dire des permis plus performants, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une partie plateau où vous êtes obligé d'avoir la maniabilité, donc vous connaissez la maniabilité de votre véhicule. Vous avez une partie route qui est quand même également, on va dire, parfaite à la légère, en tout cas aujourd'hui. Et on a vraiment, je pense qu'un jeune qui aujourd'hui passe son permis, il a une meilleure connaissance de son véhicule que peut l'avoir un automobiliste. D'accord. J'en suis à peu près persuadé. Et pour moi, le point aujourd'hui où il est important de travailler, c'est l'infrastructure. Il nous reste vraiment un point où il y a vraiment quelque chose à faire, c'est l'infrastructure. Alors c'est toujours lié bien évidemment à du budget, à de l'argent. Je suis entièrement d'accord, mais je reste persuadé que l'axe important aujourd'hui sur lequel il est nécessaire et fondamental, merci, d'agir, c'est sur l'infrastructure. Comme l'a dit Christophe, tout ce qui est audit aujourd'hui sur les routes départementales ou autres sont laissés un petit peu de côté. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment un axe de travail à faire aujourd'hui sur ces infrastructures existantes, et il serait également sur les projets. Les projets, aujourd'hui, il est nécessaire et indispensable, j'aurais tendance à dire, à toute réalisation du projet, d'avoir un œil critique, que ce soit des gens de la FFC, où je me mets également dans ce paquet, puisque mon rôle est un rôle de maître d'œuvre, spécialiste en équipement de sécurité, et motard, bien évidemment.
Et je pense qu'avoir un œil critique, je veux dire, mais simplement critique, en mettant le point sur quelque chose qui n'aura pas été vu par un concepteur traditionnel, qui n'a pas l'œil motard. Je pense que, comme l'a dit Marc tout à l'heure, la lecture de la route, la vision que peut avoir un motard est totalement différente de celle qu'aura quelque autre conducteur que ce soit. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il changer? On commence par quoi? Parce qu'il y a quand même des avancées malgré tout. Marc, 2012, Marc l'a reconnu. Que faut-il faire de plus? Parce que c'est le sujet. Comme l'a dit Jean-Pierre, il faut un œil pour voir ça. Et si on n'a pas un œil dans les services chargés d'aménager ou de concevoir de nouvelles infrastructures routières, il faudra peut-être que ce soit imposé. Alors pas de façon très dure, mais qu'il y ait des règles, un peu comme il a fallu en faire pour la prise en compte des personnes à mobilité réduite dans les aménagements, dans l'accès aux bâtiments. Aujourd'hui, ça fait partie du cahier des charges. Plus personne ne l'oublie. Enfin, on s'aperçoit que ça n'enlève rien aux valides et que ça permet aux personnes qui ont des problèmes de mobilité d'accéder, comme tout le monde, aux bâtiments, aux routes, l'accès aux véhicules, etc. Et au transport en commun également. Et ben pour la moto, c'est pareil. Si vous avez une route qui intègre la vision de route motorisée, elle n'enlèvera rien aux automobilistes, elle n'enlèvera rien aux piétons, elle n'enlèvera rien aux cyclistes. Par contre, elle deviendra plutôt bienveillante pour le motard. On a souvent un problème avec des collectivités territoriales, des élus, des présidents de conseils généraux qui étudient les projets qu'on vient leur présenter, les projets d'architecture routière, d'architecture urbaine, avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, qui ne semblent pas souvent sensibilisés à cette question de la prise en compte du deux roues motorisé dès le départ. Les appels d'offres sont lancés, le matériel est choisi, et puis au moment de la mise en œuvre, on s'aperçoit que ça pourrait être dangereux pour les deux roues motorisés. Et bien là, il est trop tard parce que le chantier a commencé, tout coûte cher, le plan des travaux est lancé, c'est difficile de revenir en arrière ou de prendre en compte quelque chose qui a été oublié dès le départ. Il faudrait qu'on y pense dès le début. On le réclame depuis des années, on le réclame avec d'autant plus d'amertume parfois que, comme vous le savez, les pouvoirs publics cherchent à nous imposer depuis des années en contrôle technique sur nos véhicules qui n'a pas été démontré en termes de sécurité, alors qu'on n'a toujours pas de contrôle technique sur les infrastructures routières, par exemple. Et il existe également des différences entre les réseaux secondaires et l'autoroute. Oui, on a affaire souvent à un millefeuille réglementaire selon la définition de la route, à qui appartient la route, qui est le gestionnaire, si c'est une autoroute, concédée, non concédée, si c'est une route régionale, départementale, communale. Et il est très souvent difficile de passer d'un interlocuteur à l'autre. On a l'impression des fois que les services ne se parlent pas entre eux. Et il est vrai que quand on évolue sur la route à moto, rien qu'à l'état de la route, rien qu'à l'état de l'équipement, le panotage, les bas-côtés, l'entretien des bas-côtés, on peut savoir immédiatement quand on passe d'un département à un autre. Avant même de voir le panneau de département, la route est changée. Et ça, du coup, il y a des difficultés d'adaptation alors, par rapport à ces véhicules-là. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez avec beaucoup de subjectivité, parce que l'adaptation, c'est propre de la personne qui circule. Et le motocycliste, qui est l'usager un des plus vulnérables, et qui veut passer dans son environnement d'une zone 30 en ville jusqu'à l'autoroute à 130 km/h, le motocycliste, c'est souvent l'usager qui est amené à avoir le plus de panoramas routiers différents. Et il circule en sécurité, pour lui, ça implique forcément l'adaptation à tous les réseaux. Encore faut-il pour s'adapter à ce changement de route, comme je le disais tout à l'heure, bien pouvoir lire la route, que la route envoie des signaux de danger éventuellement. Alors, il faut que la route elle semble dangereuse, mais qu'elle ne soit pas dangereuse, qu'elle ne risque pas de déstabiliser un motocycliste qui pourrait faire une manœuvre malencontreuse parce que d'un seul coup il est surpris. Parce que la stabilité à moto, c'est quand même pas la même qu'en voiture. Une mauvaise action sur le freinage peut entraîner une chute, une perte de contrôle du véhicule. Christophe, tu faisais référence tout à l'heure à ces pertes de contrôle, qui peut être dramatique pour le motard évidemment qui va être blessé.
ou tuer. Mais à partir du moment où la route est lisible, il faut aussi qu'elle pardonne. Mais il faut toujours qu'elle envoie un signal de danger. Parce que on sait en sécurité routière aujourd'hui, comme dans d'autres domaines impliquant la sécurité, aussi bien la sécurité sanitaire que la sécurité dans le bâtiment, etc. Les chercheurs commencent à s'intéresser au concept d'homéostasie du risque, qui est une recherche d'équilibre inconscient chez l'individu entre son niveau de confort et son niveau de sécurité. Plus vous avez un niveau de sécurité apparent, et plus vous relâchez votre vigilance. Et plus vous êtes en alerte, et plus la vigilance est grande, et en fait, plus votre sécurité est bonne. C'est un peu un paradoxe. La route, elle doit pas envoyer un signal de sûreté absolue. Parce que dans ce cas-là, les gens se mettent à rouler plus vite, à rouler plus près les uns des autres, ils perdent conscience des risques potentiels. Par contre, on doit avoir une route qui est sûre, en le sens où elle ne doit pas aggraver, où elle ne doit pas provoquer une déstabilisation de l'usager, un accident, et qu'en cas d'accident, elle ne provoque pas de blessures supplémentaires. Merci Christophe Ramon. Quels sont les changements à opérer par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à manifestations diverses et variées des motards et le rôle des équipements de la route finalement dans tout ça? Il y a un très grand contraste en France, c'est-à-dire qu'on a à la fois des services hyper compétents à la pointe de l'innovation, de nouveaux aménagements, par exemple le support fragilisé, les panneaux de signalisation, qui permettent de ne pas mettre des serres de sécurité. Et le fait qu'à l'opposé, on a finalement des dizaines de milliers de gestionnaires de voirie, notamment tous les maires de France, les 36 000 communes en France. On ne sait plus à qui s'adresser. Tous les conseils départementaux, les services de l'État aussi, et toutes les compétences qui peuvent exister sont complètement diluées. Un maire d'une petite commune n'a aucune compétence sur la sécurité routière. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'on rencontre dans l'amélioration de la voirie pour la sécurité des motards notamment. Donc il y a des blocages. Il y a des blocages, mais il y a des grands atouts, notamment, tu l'as montré, le guide est quand même une référence. Et si on appliquait ces solutions-là, bien sûr, on aurait beaucoup moins d'accidents. Il y a de l'innovation, il y a de nouveaux produits. Bien sûr, il faut investir. Pour faire de la sécurité, il faut investir de l'argent dans les aménagements. Merci pour cette précision. Jean-Pierre Nafra, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce combat? Non, ce combat, c'est peut-être un grand mot. Non, juste pour compléter les propos de Christophe, il faut investir, et je pense qu'il n'y a pas simplement une histoire d'argent à investir, il y a aussi une réflexion. Je pense que la réflexion est la base. Avant de mettre des millions d'euros sur la table pour dire on va faire quelque chose, réfléchissons, qu'est-ce que l'on va faire? C'est surtout ça en fait. Essayez d'avoir un programme, un développement, une réflexion de base en disant il y a des axes, il y a des priorités sur lesquelles il est important d'agir rapidement. Après, c'est vrai, le fait d'avoir une multitude et un nombre inconsidérable de gestionnaires de voirie, ça c'est un vrai problème. Mais on pourrait peut-être également avoir une structure peut-être dépendante de la prévention routière ou de je ne sais quel organisme qui donne, j'aurais tendance à dire, un blanc-seing sur des projets ou sur des travaux, sur quelque chose, comme le disait Christophe, essayer de voir un organisme au-dessus ou des gens indépendants liés à rien du tout qui permettent de dire oui ou non, on est en face, là il y a quelque chose à réaliser. Les bonnes orientations qui suivent avec des bonnes décisions. Oui, toujours. Ce que vous demandez. Oui, oui. Voilà. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça malheureusement. C'est loin de se passer comme ça. Moi qui travaille beaucoup dans le domaine des équipements de sécurité, je réalise beaucoup d'audits dans le cadre de mes missions. Récemment, j'ai fait des audits sur des routes nationales qui vont passer en autoroute concédée suite au plan de relance. Et je peux vous dire que au niveau équipement, ces sections-là sont à 1000 lieues de ce que l'on peut rencontrer sur une section autoroutière classique. Et quand on voit les chiffres, par exemple, de mortalité qui sont encore au tableau, on se rend bien compte que sur autoroute, on a quand même un niveau de sécurité qui est supérieur à tout ce que l'on peut trouver aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? Moi, je l'explique déjà. Le côté privé aussi des autoroutes,
je pense que c'est déjà beaucoup, c'est plus pris en compte, parce qu'il y a un organisme, entre autres, hein, qui est GRA, qui contrôle les autoroutes concédées et qui est intransigeant sur tous les domaines de toute façon. Et tant mieux pour l'usager, hein, soyons clairs. Si on avait, serait-ce un organisme de ce type-là qui s'occupe de tous les autres projets, on serait peut-être dans une meilleure configuration d'infrastructure routière. Et vous, alors, qu'est-ce que vous pointez du doigt dans vos audits exactement? Quels sont les paramètres sur lesquels vous vous basez pour dire non, ça, cette route, elle n'est pas bien? Alors, aujourd'hui, on a eu l'occasion d'échanger avec Marc et Christophe par téléphone une semaine pour préparer cette table ronde. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que de toute façon, au niveau document, il faut FMC à travailler avec Marc et le CRMA sur un document qui prend en compte les motos. On a des tas de documents qui existent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, vous pouvez ressortir encore d'autres textes. On peut encore en réécrire. C'est pas le problème. Le problème, c'est appliquer les textes qui existent. Quelles sont les raisons d'après vous? Alors pourquoi? C'est une non-volonté? Vous êtes épargné, mis de côté? La vraie raison. Oui, Marc Bertrand pourra. La vraie raison, en tout cas de mon point de vue, chacun aura le sien autour de cette table. Mais pour moi, si vous voulez, on n'a pas de bons interlocuteurs. Quand vous prenez un architecte urbanisme, contre qui j'ai rien du tout, bien au contraire. C'est mes copains ici, les architectes urbanistes. Mais je veux dire, ils auront une vision d'architecture, une vision de beauté, de création. Mais la sécurité, elle passera derrière. Alors que nous, la première chose que l'on verra, de toute façon, c'est la sécurité. Donc, voilà, il faut, à mon avis, l'architecte urbaniste a son rôle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit associé avec quelqu'un qui a la notion de la sécurité dans le cadre de l'infrastructure. Marc Bertrand. C'est mon point de vue. Oui, je suis d'accord avec tout ce que dit Jean-Pierre. Il y a aussi quelque chose, et ça on constate que quand on vient ici au Salon des maires, il se déroulait cette année, plus la semaine dernière, il était décalé, d'habitude c'est à l'automne, vous le savez. On rencontre encore beaucoup de maires à qui nous parlons de ces guides d'infrastructure, nous montrons notre petite plaquette d'information. On distribue aussi pour les inviter à prendre en compte les aménagements et à en discuter avec nous s'ils le veulent. Mais ce à quoi nous sommes beaucoup confrontés, et ça, la délégation à la sécurité routière il est un peu pour quelque chose dans sa communication, c'est qu'à chaque fois qu'on demande de prendre en compte les deux roues motorisées, on nous dit « Ah oui, mais les deux roues motorisées, c'est vraiment dangereux, puis vous roulez vraiment trop vite, et puis vous ne respectez rien, et puis vous ne respectez pas le code de la route, alors on veut bien faire des aménagements pour vous, mais il faudrait que vous soyez plus raisonnable. » Voilà. Et ça, vous êtes un peu bafoué dans l'histoire. Eh ben, on est un peu le mouton noir de la sécurité routière quand même. Quoi. Quand on nous dit que vous êtes 22% des tués pour 2% du trafic, que quand on compare sans cesse la vulnérabilité des deux roues motorisés, des usagers de deux roues motorisés et des usagers en voiture, oui, évidemment, comme l'a dit Christophe, entre un véhicule carencé et puis quand on est à cheval sur le véhicule, c'est pas du tout la même chose en cas d'accident. Mais cette comparaison n'a aucun sens. C'est comme si on comparait l'exposition au risque entre un parapentiste et puis un joueur de pétanque ou ceux de notifs qui pratiquent tous les deux un loisir de plein air. Voilà, on ne fait pas cette comparaison. Pour la moto, on l'a fait, mais on l'a fait sans cesse pour en démontrer le côté excessivement dangereux, avec une communication sans cesse anxiogène en direction du motard. Le motard qui n'est pas un être venu de la planète moto. Le motard qui est la plupart du temps un père de famille, qui peut être un étudiant, qui peut être un chef d'entreprise, qui est un papa, qui est un beau-frère, un frère. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un de normal, le motard. C'est juste quelqu'un qui se déplace à moto, qui est très mobile, qui a choisi ce mode de transport, très souvent, il l'assume totalement. Et il a le droit d'être pris en compte comme les autres, avant même qu'on lui reproche d'être un motard, et qu'on le soupçonne, encore une fois, de ne pas respecter les règles, ou d'aller trop vite. Mais si je vous dis ça, c'est très important, parce que la semaine dernière, on s'en démerde, encore une fois, parce que chaque année, on y participe. Je rencontre des élus, j'essaie de les interpeller sur la conception de l'infrastructure routière, parce que les élus sont en première ligne dessus. Et la différence, c'est quand j'ai un maire qui est motard, ou qui a des motards dans sa famille, et puis un maire qui n'en a pas, pour qui la moto, éventuellement, ce n'est qu'un problème, ou ceux qui l'envoient simplement dans les reportages des journaux télévisés.
Et bien là, c'est tout à fait différent, quoi. Soit il prend en compte, soit il nous dit, bah non, il n'y a pas à prendre en compte spécialement les motos nous carroler moins vite. C'est une façon d'envisager la moto qu'il faut changer dans ce pays. Il ne faut pas considérer la moto comme un problème, mais comme quelque chose à prendre en compte. Donc, la sécurité routière à moto, ça ne s'envisage pas en limitant la moto par tous les moyens possibles, ça s'envisage éventuellement en promotionnant la moto. Ça ne veut pas dire qu'on va inciter les gens à en faire, mais qu'on va arrêter de stigmatiser ceux qui en font. Un peu comme on fait avec le vélo aujourd'hui, le vélo allemand en coupe dans les villes. C'est un véhicule urbain par excellence, c'est un véhicule qui ne génère pas d'émissions, qui apaise un peu les circulations de tous. Et ben, le vélo, on le prend en compte, on le promotionne et on dit c'est bien. Et ben, le deux roues motorisé en ville, c'est aussi une solution. Le deux roues motorisé dans les centres urbains, c'est une solution. Ça provoque moins d'embouteillage, ça fluidifie les réseaux. Et puis c'est un formidable moyen de faire du tourisme, de partir en vacances, d'être heureux, d'avoir du bien-être. Et ben, du bien-être, c'est pas évident non plus pour tout le monde. Hein. Voilà. Et ben, en promotionnant la moto, on fera les efforts, même au niveau de l'infrastructure, parce qu'on envisagera la moto comme quelque chose, sinon de positif, au moins on arrêtera de l'envisager comme quelque chose de négatif. Merci en tout cas pour ce point de vue très franc de votre part. Christophe Ramon, est-ce que vous avez une réponse à nous donner? Et quelles pistes à explorer pour des exemples concrets de ce qui peut être fait. Voilà. Marc me corrigera sur le côté de l'attaque. Déjà, il y a un travail particulier à faire sur les obstacles en bord de route, que ce soit de l'aménagement urbain, la présence de poteaux, d'arbres, etc., des glissières aussi, qui peuvent être très dangereuses en cas de chute dans les arbres. Donc là, il y a vraiment une priorité vis-à-vis de ces obstacles en bord de route. Après, il y a aussi un travail très important à faire au niveau de l'adhérence. Je pense en particulier à l'adhérence dans les virages. Par exemple, ne pas mettre des graviers dans les virages qui sont la chute naturelle pour un motard, ou le traitement de certains ronds-points ou des points particuliers où on va mettre des plaques métalliques, des choses glissantes dans ces endroits-là, ainsi qu'un travail sur les marquages routiers, la peinture qui peut être aussi un facteur de chute pour les motards. Voilà des exemples concrets. Après, il y a aussi un gros travail au niveau des parcours et de la visibilité réciproque entre les usagers. Voilà. Donc là, c'est trois sujets très importants pour les motards. Trois axes principaux. Est-ce que Jean-Pierre Nasta est d'accord avec ces axes? Ah oui, totalement. Moi, j'ai vraiment rien à rajouter. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on s'en occupe rapidement. Il faut qu'on... Il y a urgence. Oui, il y a plus d'urgence aujourd'hui. Mais aussi bien pour nous, motards, que pour les autres usagers, de s'occuper vraiment de notre réseau. C'est important. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Un mot de conclusion également à vous, Marc, et Christophe va aussi conclure. Il a l'habitude de conclure. Et les manifestations vous êtes vos amis qui arrivent, on ne sait pas. Je pensais que ça serait La CGT peut-être. Donc, tout a été dit, on peut en parler encore pendant plusieurs heures. Si les gens veulent poser des questions, ce sera encore plus intéressant. Alors voilà, justement, vous faites ma transition. Peut-être un mot de Christophe, avant la manifestation, avant peut-être l'interruption de cette table ronde, on y arrive à ce thème. Christophe, un mot de conclusion, parlez bien fort dans le micro. Ouais, ça va être difficile, mais il y a aussi une grosse évolution de la technologie des motos, et notamment l'apparition des systèmes de freinage, de répartition, ABS, etc. Et à l'avenir, on aura aussi l'interaction entre la moto et son environnement. Donc on peut espérer que les motos permettent d'éviter des accidents à l'avenir. D'accord. Écoutez, on va interrompre cette table ronde.